Monsieur le Président, cher Laurent, Mesdames et Messieurs les délégués et chers amis, merci de cette invitation à participer à votre congrès consacré à l'Europe. Et à vrai dire, quand Laurent m'a proposé de venir, il ne savait pas qu'il me permettait de réaliser un rêve d'enfant, qui était de venir à un congrès du Parti radical. Le plus vieux parti de France, c'est vrai, on le dit, c'est un cliché, mais aussi, j'en suis persuadé plus sérieusement, un parti qui est toujours un message à adresser aux Français, message fait de laïcité, d'attachement à la République, d'engagement humain, de recherche de la justice sociale. Et ces valeurs-là, dans le monde où nous vivons, et dans la France compliquée d'aujourd'hui, je pense qu'elles ont une très grande actualité. Et donc, vous avez cette chance d'être enraciné dans une histoire, mais aussi de pouvoir continuer à l'écrire. Et puis, c'est un plaisir pour moi de m'adresser à une assemblée de pro-européens. Il n'y a pas de mystère, quand on a, comme moi, été élu député européen il y a maintenant 25 ans et qu'on a occupé un certain nombre de responsabilités, de ministre, de parlementaire européen, de vice-président du Parlement européen, maintenant de commissaire européen, c'est qu'on a en soi, et je l'ai, un attachement tout à fait tripal et un engagement profond pour l'Union européenne. Je sais combien ce sujet est cher à vos yeux. Je viens d'entendre le président des Jeunes Radicaux. Je viens de retrouver Harold Duvart, que je connais un peu et dont je connais le talent. Et l'ambition de votre manifeste pour les élections européennes, votre engouement aujourd'hui, sont de belles preuves de cet engagement que nous partageons. J'ajoute que je suis absolument convaincu de l'intérêt, je dirais même plus de la nécessité, du dialogue entre amis pro-européens de familles politiques différentes. Et il n'y a pas de mystère, je ne suis pas là pour débattre de vos choix, je les respecte, je suis maintenant dans une autre position comme commissaire européen, et donc je n'assisterai pas à la fin de vos débats et je vous demande de me le pardonner, mais je suis un social-démocrate. Je suis un membre du Parti socialiste, même si le Parti socialiste aujourd'hui ne brille pas malheureusement par cet engagement européen, et je le regrette. Mais j'ai toujours été ouvert à ce débat entre pro-européens. Je l'ai mené au quotidien, au cours de ces 4 dernières années, au sein de la Commission européenne, et je crois qu'il porte ses fruits. Car si nous avons des différences, et nous en avons, nous sommes surtout unis autour d'une conviction et d'un combat commun. Cette conviction, c'est celle que l'Europe est plus nécessaire que jamais, aujourd'hui, dans un monde dangereux, et qu'elle fait partie de notre identité, que nous soyons en effet chrétiens-démocrates, sociaux-démocrates ou radicaux comme vous l'êtes. Ce combat, c'est le combat pour la défense de l'Union européenne. Et c'est de celui-ci, au fond, dont je veux vous parler maintenant, parce qu'il faut que vous soyez conscients, mais vous l'êtes, je le dis sans emphase, sans dramatisation excessive, nous sommes dans un moment dangereux pour notre Union européenne, où celle-ci est en péril, comme probablement jamais depuis la Seconde Guerre mondiale. Harold évoquait la crise économique. Je pense que nous avons beaucoup fait ces dernières années. Moi, je suis très fier des combats que j'ai pu mener au sein de la Commission pour que, justement, la Grèce reste au cœur de la zone euro. J'ai dû mener ce combat aussi contre des conservateurs qui souhaitaient l'en exclure. C'eût été un très mauvais choix. Je suis très fier des combats qui ont été menés pour faire en sorte que la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale devienne une vraie priorité de l'Union européenne. Je suis aussi fier que l'austérité ait reculé en Europe et qu'on n'ait pas imposé des critères trop brutaux de manière absurde et sanctionné un certain nombre de pays de l'Union européenne. C'eût été une erreur, qu'il s'agisse de l'Espagne, du Portugal, de l'Italie, ou même, certains le pensaient de manière absurde, de la France. Et donc, quand je me retourne sur ces 4 années, je vois, comme toi, que l'Europe est en passe de surmonter l'épreuve douloureuse de la crise économique, même si elle n'est pas invulnérable à de nouveaux chocs. Je pense qu'elle s'est préparée tout de même, notamment en se dotant d'une union bancaire, du pacte de stabilité et de croissance, qui sont des outils de régulation qui sont puissants. Mais notre Europe connaît aujourd'hui sa 7e année de croissance consécutive. Le taux de chômage, heureusement, a fortement reculé. Il n'y a jamais eu autant d'Européens qui ont un emploi qu'aujourd'hui. Les comptes publics se redressent, presque partout. Je voudrais dire d'ailleurs à ceux qui sont sans arrêt obsédés par les 3%, que la moyenne des déficits dans la zone euro n'est pas de 3%, n'est pas de 2%, n'est pas de 1%, mais de 0,6%, et que pour la plupart, 3%, ce n'est pas une cible, ce n'est pas une limite, c'est un souvenir. Je le dis comme ça.
parce que je pense que ce n'est pas un critère que d'avoir des déficits élevés. Mais nous sommes passés maintenant d'une crise politique, d'une crise économique à une crise politique inédite et que je crois potentiellement beaucoup plus déstabilisante. Regardez l'Europe autour de vous. Regardons l'Europe autour de nous. Jamais ce continent n'est apparu aussi divisé. Je vois des pays qui divergent en Europe depuis une dizaine d'années, après que nous ayons réunifié l'Europe. J'ai consacré beaucoup de temps, quand j'étais ministre des Affaires européennes, à la fin des années 90, et il fallait faire cet élargissement, il fallait faire cette unification. Mais ce mouvement de convergence, il s'est interrompu aujourd'hui. Et je vois des divergences économiques, car c'est vrai que certains souffrent plus que d'autres des séquelles de la crise économique, et ça pose d'ailleurs un problème majeur, parce que si on a l'impression en Europe que ce sont toujours les mêmes qui gagnent et toujours les mêmes qui perdent, à un moment donné, les routes se séparent. Il faut recréer de la convergence économique. Je vois du coup des pays qui divergent socialement. Et il y a une question qui, je crois, doit être traitée, mais de manière absolue après les élections européennes et pour la prochaine Commission européenne, c'est la question des inégalités. Les inégalités minent nos sociétés. Actuellement, nous sommes à l'acte 17 des Gilets jaunes. Je n'ai pas à commenter le mouvement, il a ses forces, il a ses faiblesses. Mais il se nourrit aussi d'un ras-le-bol fiscal et d'un ras-le-bol des inégalités. On nous dit, ça suffit, ça ne doit pas toujours être les mêmes pays, les mêmes régions, les mêmes citoyens qui profitent des bienfaits de la fin de la crise. Enfin, ces pays, nos pays, divergent politiquement et idéologiquement. Et je ne pense pas tant à une fracture Est-Ouest, je pense au choc qui existe entre les nationalistes et les pro-européens, entre les populistes et les partisans de la démocratie libérale. Et à cet égard, sans connaître les choix que vous allez formuler maintenant et dans les semaines qui viennent, je pense qu'en effet, le clivage entre les pro-européens et les adversaires de l'Europe est un clivage pertinent aujourd'hui. Il n'épuise pas tout, il ne réduit pas tout. Vous êtes membre de la LDE, moi, à la Commission européenne, je siège parmi les sociodémocrates, au PSE. Il y a des différences entre nous, mais il y a aussi des points communs. Et ces points communs, c'est ça. C'est le refus d'une certaine dérive de l'Europe contre les valeurs qui l'ont constituée. Aujourd'hui, ce que j'observe, c'est que les égoïsmes nationaux semblent l'emporter sur la solidarité, sur l'esprit de rassemblement, sur la capacité à agir collectivement. Et quand je vois divers sujets, je vois que les Européens peinent à s'entendre sur l'essentiel. Sur l'accueil des migrants, il n'y a pas de ligne d'accord suffisante. Sur les fondements de la démocratie, sur les valeurs qui sont de moins en moins communes. Quand je pense à la politique anti-asile d'Orbán en Hongrie, mais aussi aux tendances anti-européennes et antisémites, car il est odieux qu'on puisse afficher dans un pays d'Europe le visage de George Soros et le visage de Jean-Claude Juncker comme des caricatures d'avant-guerre. Ça, c'est quelque chose qui doit être totalement exclu de notre continent. Qu'on pense aux atteintes à l'état de droit en Pologne, à cette volonté de réduire la justice, de confisquer son indépendance, qu'on pense encore à la rhétorique parfaitement xénophobe de M. Salvini et de la Lega en Europe. Et je voudrais quand même qu'on se souvienne ici que M. Salvini est le partenaire de Mme Le Pen au sein de l'extrême droite européenne. Certes, il est vice-premier ministre italien, mais il reste un adversaire de l'Europe et nous devons le considérer comme tel, le traiter comme tel et le combattre comme tel dans les élections européennes et je vous demande de le faire. Le résultat de tout ça, je ne veux pas noircir le tableau, c'est que nous traversons une crise du vivre ensemble, du faire ensemble, qui ne paralyse pas totalement l'Union européenne. Nous avons beaucoup fait ces dernières années, mais qui tout de même limite la capacité d'action et le Brexit, sur lequel je ne vais pas m'étendre, en est la preuve absolue. Cette Europe qui est menacée de l'intérieur, soyons conscients qu'elle est aussi menacée de l'extérieur, dans un moment où pourtant elle est plus que jamais nécessaire. Moi qui vous parle, parmi mes quelques fonctions, il y en a une, c'est que je représente l'Union européenne dans divers conseils des ministres, le Conseil des ministres des Finances, ce qu'on appelle l'Eurogroupe, les ministres des Finances de la zone euro, mais aussi au G20 et au G7. Et quand je suis au G20, je vois la table autour de moi, autour de nous, la France, l'Union européenne, le Royaume-Uni, les Européens, l'Italie, l'Allemagne. Et que vois-je? Je vois les États-Unis de Donald Trump, je vois la Russie de Vladimir Poutine, je vois la Chine de Xi Jinping,
Je vois l'Inde de M. Modi. Nous attendons avec impatience l'arrivée de M. Bolsonaro. Je rencontre le prince héritier d'Arabie saoudite. Et je vois que le monde d'aujourd'hui est un monde dans lequel beaucoup se sont constitués en grands ensembles régionaux extrêmement agressifs, avec une dynamique nationaliste et avec peu de goût pour la démocratie libérale au sens de la démocratie des libertés. C'est ce monde-là dans lequel nous sommes. Eh bien, nous, les Européens, nous avons un message particulier à faire passer. Regardez ce qu'est l'Europe. Elle a un modèle qui lui est tout à fait original. C'est un continent où la peine de mort, et je sais à quel point les radicaux ont été dans ce combat pour l'abolition de la peine de mort, où la peine de mort n'existe pas en Europe. Elle existe dans presque tous les pays que j'ai mentionnés, et parfois de manière absolument barbare. Nous sommes un continent où personne ne peut être discriminé en fonction de son sexe, en fonction de ses orientations sexuelles, en fonction de ses croyances, en fonction de son appartenance religieuse. Nous sommes un continent où la protection sociale est la plus élevée du monde. Nous sommes un continent où l'éducation est une priorité. Nous sommes un continent qui lutte contre le réchauffement climatique, au moment où, par exemple, les États-Unis de Donald Trump abandonnent les accords de Paris. Eh bien, croyez-moi, ça vaut la peine de défendre tout cela. Et si nous ne le faisons pas, alors la démocratie libérale deviendra un souvenir dans le monde aussi, car pour la défendre, on trouve soit des Européens, soit d'autres pays comme le Canada ou l'Australie, qui finalement ont des valeurs extraordinairement proches des nôtres. Et c'est pourquoi je vous appelle à faire en sorte que ce combat pour la démocratie libérale et pour les valeurs que nous défendons, ce soit un combat aussi à l'échelle mondiale. Il y a une deuxième raison pour laquelle nous devons absolument nous mobiliser à l'échelle internationale. C'est parce que les défis du XXIe siècle sont des défis globaux et que nos États membres seuls ne peuvent pas y faire face. Qui est aujourd'hui assez naïf pour croire qu'un État seul peut lutter contre le réchauffement climatique, peut résoudre les crises migratoires, peut se préparer à vivre dans une économie irriguée par le numérique? Je sais bien que les nationalistes nourrissent cette idée. Je sais bien que cela séduit un grand nombre d'Européens, mais je suis convaincu que c'est une impasse. Jeune parlementaire européen, il y a longtemps maintenant, en 1995, je me souviens d'avoir assisté au Parlement de Strasbourg, que Dominique Riquet connaît bien, au discours final de François Mitterrand, qui était en train de faire ses adieux à la vie publique, à l'Europe, et puis ses adieux à la vie tout court. Et cet homme était arrivé à la tribune, il était tellement souffrant qu'on pensait qu'il ne pourrait pas parler. En fait, il a parlé sans notes pendant 40 minutes. Et il avait adressé un message qui reste d'actualité, que vous ne devez pas oublier. Le nationalisme, c'est la guerre. Ce fut le cas hier, et si nous n'y prenons garde, ce sera le cas demain. Voilà pourquoi le nationalisme est notre ennemi. Voilà pourquoi nous devons défendre absolument des formes d'internationalisme, et la plus noble d'entre elles, l'Union européenne, notre combat commun, chers amis radicaux. Dans ce contexte, comment se présentent les élections européennes de mai 19 ? Elles seront, c'est vrai, sans doute les plus importantes depuis que le Parlement européen est élu au suffrage universel, 40 ans seulement. Elles seront absolument décisives parce qu'elles diront on continue ou on arrête, stop ou encore. Elles sont risquées et elles sont dangereuses. Et ce qui se joue là, dans ces élections, va au-delà des querelles de partis ou des querelles de personnes ou des ambitions. Ce qui se joue, c'est le destin de l'Europe et donc le destin de la France dans un monde où les menaces et les défis grandissent et où l'Union européenne doit apparaître, et c'est à nous de le montrer comme la solution. Je ne veux pas ici céder à un discours exagérément dramatique et alarmiste. Je pense qu'il faudra même le combattre mot après mot. Il ne nous revient pas à nous de jouer sur les peurs de nos concitoyens, comme le font les adversaires les plus malhonnêtes, ou comme certains l'ont fait lors de la honteuse campagne du Brexit. Le danger existe. Il a un nom, on l'appelle populisme ou nationalisme. Mais je veux vous dire ici, chers amis, que moi je ne crois pas à un raz-de-marée populiste ou eurosceptique dans les institutions européennes. Il ne faut pas se fier aux sondages, mais enfin, ils ne sont pas à 50%. C'est un scrutin à la proportionnelle. Et la majorité de demain au Parlement européen ne sera pas une majorité populiste, et notamment d'extrême droite. Mais ce que je sais, c'est que ces populistes vont progresser
et qu'il faudra absolument éviter qu'il soit en situation de former une sorte de minorité de blocage capable de revenir sur les acquis européens des 60 dernières années, surtout si, pardon de le dire, au sein d'un grand parti pro-européen, le PPE, on voit des tendances ultra-droitières, et ça arrive même en France, imaginez-vous, se dessiner qui ne seraient pas disponibles pour créer une sorte de frontière étanche avec l'extrême droite. Vous savez qu'au sein du PPE, un grand nombre de partis ont engagé une procédure d'exclusion de M. Orban, justement après les campagnes d'affichage que j'évoquais. Et ce que je constate, c'est qu'il y a un parti qui refuse cette exclusion à toute force, sans même demander quoi que ce soit à M. Orban. Où est ce parti? Ici, c'est le Parti des Républicains. Et je dis stop à ce genre d'ambiguïté. Je dis qu'il faut être clair quand les valeurs sont en cause. Le scénario le plus probable après les élections européennes, c'est un scénario compliqué dans lequel l'extrême gauche et surtout l'extrême droite nationaliste risquent de progresser sans former de majorité, où il faudra bien que les partis pro-européens, j'ose pas parler de coalition parce que c'est pas toujours populaire, le Parti radical ça va, mais il y a d'autres partis où c'est un peu compliqué. Enfin c'est vrai que quand on a eu 10 des 21 présidents du Conseil de la 4ème République, on sait ce que c'est qu'une coalition tout de même. Mais sans parler de coalition, il faudra quand même qu'il y ait une forme d'intelligence collective qui soit à l'œuvre entre les grands partis pro-européens pour donner de la guidance, de la manœuvrabilité, de la capacité tout simplement à gouverner l'Europe d'après les élections européennes, parce que le statu quo, l'immobilisme ne sont plus des options dans ce monde incertain, en proie à des risques inédits. Et donc, je suis persuadé qu'entre la régression nationaliste, qui est l'adversaire, l'immobilisme, qui est le risque, il y a une troisième voie, c'est celle du sursaut pro-européen, et je me réjouis que vous vous y engagiez. Et je pense que là aussi, vous avez un message fort à faire passer. Oui, je crois en ce réveil pro-européen. Il y a de l'espoir, tant que les progressistes, les vrais progressistes, ceux qui justement croient à la justice sociale, se montrent à la hauteur de leurs ambitions et des ambitions que les citoyens ont pour l'Union européenne. Et ce combat-là, il faut le mener ensemble, et c'est le sens de ma présence ici, à votre tribune. Et pour cela, je vous le dis, chers amis, à vous qui, après tout, ne le méritez pas, ce rappel, il faut absolument que nous nous mobilisions. Moi, j'en ai assez de voir des nationalistes qui insultent, qui diffusent des fake news, qui agressent, qui diffusent des vérités confuses, pendant que les pro-européens sont toujours un peu timides, en train de se demander « oui, mais quand même, est-ce qu'il n'y a pas ici quelque chose à améliorer ?» Je n'ai jamais été un eurobéat. Je suis un euro-lucide. Je sais d'expérience qu'il y a 1000 choses à changer dans l'Union européenne. Les changer, oui, mais les détruire, non. Et sortons notre drapeau européen de notre poche. N'hésitons pas, Harold l'a fait, à évoquer le fédéralisme, même si c'est une notion très compliquée dans une Europe aussi diverse. Le fédéralisme d'État-nation, cher à Jacques Delors, au moins, n'ayons pas l'Europe honteuse, n'ayons pas l'Europe timide, ayons l'Europe offensive. Menons ce combat-là, là aussi, c'est ce que je crois on attend de nous. Et pour convaincre les Européens, je crois, tout comme vous, que nous devons leur proposer un programme, une plateforme ambitieuse et moderne. C'est l'objet de votre manifeste pour les élections européennes, auquel, si j'étais partisan, je pourrais souscrire dans ces grandes lignes, et en tout cas dans toutes ces ambitions. Et je veux vous remercier de la clarté de votre engagement européen, qui manque à trop de partis en France, pourtant historiquement pro-européens, et je le regrette. Mais, pour terminer, je voudrais vous dire que j'ai pour ma part une idée assez précise de l'Europe que je souhaite voir éclore au XXIe siècle, après les élections européennes de mai 2019. L'Europe de demain, je crois que c'est notre premier combat commun. Je la voudrais démocratique et garante des droits fondamentaux. Nous devons garantir le respect de l'état de droit partout sur notre continent. Et pour cela, c'est une proposition personnelle, je propose de verser, plutôt de lier le versement des fonds européens au respect de l'état de droit et des valeurs fondamentales de l'Union. Cette conditionnalité est discutée, je le sais, y compris au sein de la Commission, mais moi, pour ma part, je pense qu'elle est fondée. Une autre piste, mais il y en a tant d'autres, pourrait être de créer enfin
un ministre des Finances de la zone euro. Vous savez, ça fait 7 ans maintenant, il est temps que ça s'arrête, que je participe à ce qu'on appelle l'Eurogroupe, la réunion des ministres des Finances de la zone euro. Ça fait 7 ans qu'on traite la question grecque, réunion après réunion. Et il y a encore lundi un Eurogroupe très important où on a décidé de débourser 1 milliard d'euros en faveur de la Grèce. Je ne supporte pas, non pas les décisions que nous prenons, mais la manière dont nous les prenons. Décider à 23, 19 ministres, plus un commissaire, plus le président de la Banque centrale européenne, plus le président du mouvement européen de stabilité, plus la directrice générale du FMI, Christine Lagarde, à 23, à huis clos, du sort de 10 millions de citoyens grecs ou de 60 millions de citoyens italiens. C'est insupportable. Il faut ouvrir les portes et les fenêtres. Et c'est la raison pour laquelle je souhaite que le ministre des Finances de la zone euro, créé, puisse se rendre régulièrement devant le Parlement européen pour rendre des comptes. Ça, ce contrôle parlementaire, cette démocratie représentative, vous y êtes historiquement attachés. Il ne s'agit pas de la faire reculer, il faut la faire progresser à l'échelle européenne. Et je crois que c'est franchement notre premier combat contre ceux qui agressent la démocratie libérale. Défendons la démocratie représentative, y compris à l'échelle européenne. Amis radicaux, je pense que ça va dans le sens de votre histoire. L'Europe de demain, j'ai dit naturellement, je la voudrais juste et solidaire. J'évoquais au début de mon propos les divergences. Il faut maintenant absolument relancer la convergence au sein de la zone euro, par exemple en créant enfin un budget de la zone euro, qui serait un budget de stabilisation et de réduction des inégalités, et des investissements qui soient propres. Et puis, il ne faut pas oublier cette dimension qu'évoquaient Harold Luvart et Nathalie, de l'Europe sociale. C'était le mot que vous évoquiez en terminant votre propos. Ça veut dire d'abord renforcer notre arsenal contre la fraude, moderniser nos règles fiscales. Et je voudrais vous faire une proposition, là aussi, comme commissaire à la fiscalité. Je vois ce que nous pouvons faire. On a fait des progrès considérables dans la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Je vois ce qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas aujourd'hui avoir une taxation de l'énergie intelligente à l'échelle européenne. On ne peut pas lutter contre le réchauffement climatique de manière pertinente à l'échelle européenne. On ne peut pas créer une taxe sur les transactions financières à l'échelle de l'Union européenne. On ne peut probablement pas, hélas, tout de suite, créer une taxe sur les géants du numérique. Pourquoi ? Parce que nous sommes bloqués par une règle, qui est la règle de l'unanimité. Il n'y aura pas d'harmonisation sociale, il n'y aura pas d'harmonisation fiscale, il n'y aura pas de défense européenne, il n'y aura pas de politique étrangère et de sécurité européenne tant que nous ne casserons pas cette règle de l'unanimité. Faisons du vote à la majorité qualifiée un grand mot d'ordre pour les élections européennes. Je l'ai proposé, faites-le. L'Europe de demain, évidemment, je la voudrais verte. Nous n'avons pas de seconde chance, nous n'aurons pas de seconde chance et nous devons agir maintenant. Et là, je crois aussi que la fiscalité peut être un outil privilégié pour orienter les investissements vers des activités non polluantes. Je plaide aussi pour la mise en place d'une taxe sur les transactions financières, dont finalement le produit devrait être affecté à la fois au développement, mais aussi à la lutte contre le réchauffement climatique. Enfin, l'Europe de demain, quatrième orientation, la dernière, rassurez-vous, j'achève mon propos, vous attendez tous Laurent Hénart, je la veux souveraine. Notre voix doit peser, je le disais, à l'échelle internationale. Et je vois là deux grands défis de souveraineté pour nous. Le premier, c'est en effet de moderniser notre politique industrielle afin qu'elle permette mieux de contribuer à l'émergence de champions européens capables de rivaliser avec les géants chinois ou américains. Et disant ça, je suis solidaire de ma collègue Margrethe Vestager, votre partenaire de l'OLDE, parce qu'elle a fait ce qu'elle devait avec les règles qui étaient les siennes, dans un contexte où il n'y avait pas suffisamment de volonté, ni politique, ni industrielle. Mais maintenant, il va falloir changer les règles. Et puis, je pense bien sûr à la défense. Dans ce monde dangereux, dans ce monde où les États-Unis se désengagent, il est temps qu'il y ait une défense européenne et une souveraineté sur notre propre sécurité. Mesdames et messieurs, et chers amis, vous l'avez compris, le défi qui nous attend, il est de taille. Et soyons conscients que l'horloge tourne. Vous allez dans quelques minutes prendre une position sur vos choix pour les élections européennes, c'est bien, mais il reste très exactement 78 jours pour relancer le projet européen. 78 jours pour convaincre de l'utilité de l'Union européenne. 78 jours pour expliquer aux citoyens européens ce que l'Union leur apporte et pourquoi elle est si précieuse. Et donc, le premier message, c'est ne perdons plus de temps. Ne perdez plus de temps. Les nationalistes sont en campagne.
Ils sont vraiment en train de se battre. Il faut que les pro-européens, maintenant, fassent leur choix, quel qu'il soit, et puis partent au combat. Vous le faites aujourd'hui, et c'est une bonne chose. J'ajoute enfin que je suis persuadé que le dialogue entre progressistes devra se poursuivre et s'intensifier. Il se poursuivra et s'intensifiera dans les jours qui viennent. Vous allez parler liste européenne. Si je peux me permettre une toute petite nuance, c'est que pour ma part, je suis plus pour les listes de progressistes que pour les listes de pro-européens. Parce que fort heureusement, il y aura des pro-européens sur d'autres listes que la liste radicale, que la liste LREM, que la liste socialiste. Et je voudrais qu'il y ait beaucoup de listes pro-européennes. Mais enfin, tout de même, ceux qui défendent une certaine idée de l'Europe peuvent penser à se retrouver. Mais après le temps de la campagne, quoi qu'il arrive, viendra le moment où il faudra définir, sinon une nouvelle coalition, du moins une manière de gouverner l'Europe. Et cette manière de gouverner l'Europe, ce ne sera pas la même que celle qui prévaut depuis 1979. Depuis 1979, je l'ai vécu au Parlement européen en 1994 et en 2004, il y a finalement une grande coalition implicite entre deux partis, les conservateurs du PPE et les sociaux-démocrates du PSE. Ce que nous savons en tout cas des prochaines élections européennes, c'est que ce sera fini. On ne pourra plus gouverner l'Europe à deux partis. On ne pourra probablement pas, amis libéraux, la diriger à trois partis. Il faudra que quatre partis, au moins, trouvent des éléments de plateforme commune entre le PPE, en tout cas ces éléments pro-européens, les libéraux de la LDE, qui changeront peut-être de terminologie ou de périmètre, ça nous verrons bien, les sociaux-démocrates du PSE et les écologistes. Et après tout, est-ce que ces quatre dimensions ne recoupent pas d'une certaine façon les quatre priorités que j'ai essayé de dessiner devant vous? Pourquoi pas? C'est tout le mal que je vous souhaite. Bon congrès, bonnes élections. Merci Pierre. Je voudrais, avant que vous applaudissiez Pierre Moscovici, lui adresser 3 messages. Premier, c'est que ça fait du bien. Voilà. D'un mot très simple, ça fait du bien pour un congrès radical sur l'Europe, mais on a aussi parlé des lourdeurs politiques françaises. Ça fait du bien de prendre de la hauteur. Et j'avoue qu'après des années à servir la France, l'Europe, dans bien des responsabilités, t'es resté passionné. Voilà. T'es resté passionné, combatif, engagé. Et c'est ce que je nous souhaite à nous tous, notamment nous radicaux qui avons 118 ans, je dirais, d'âge en plusieurs générations. Voilà, je souhaite qu'on puisse garder quand même cette flamme que tu as, toi. Le deuxième message que je voudrais t'adresser, c'est tu m'as dit je vais partir avant que vous votiez votre déclaration, et donc je vais te raccompagner et laisser la main à nos présidents de séance. Mais je remarque que quand même, le respect strict de l'éthique de la commission que tu as ne t'empêche pas de dire certaines vérités, concernant l'Italie, concernant la Hongrie, concernant même certaines forces politiques françaises. Donc je voudrais aussi saluer ta capacité à aller jusqu'à la limite de cette obligation de retenue qui sied à ta fonction. Puis le troisième message, c'est de dire que si tu veux retomber en enfance, nous organisons un congrès chaque année. Et je pense que dans cette grand arc que tu évoquais, des sociodémocrates jusqu'aux libéraux très modérés, voilà, les radicaux sont là, ils seront toujours heureux de recroiser ton chemin. Merci à toi d'avoir accepté de venir.